La Cité européenne des scénaristes présente... Moi, la première question que je me pose, c'est à quelle époque c'est. Si c'est un film moyenâgeux, il risque d'y avoir des anachronismes, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à faire là, des prises de courant, des poteaux. Et si ça se passe dans le futur, tu sais que tout va être compliqué parce que tout est sujet à discussion, même un téléphone. Ça, c'est un cauchemar pour tous les réals qui font leur premier film de science-fiction. À la fin, ils se plaignent on leur pose tout le temps des questions. Les effets visuels et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Quand il y a marqué « Elle regarde son amoureux des étoiles dans les yeux », on est obligé de dire, c'est une expression, on est d'accord. Il y a beaucoup d'expressions imagées qui sont utilisées dans les scénarios, et pour le coup, nous, notre travail, c'est de s'assurer que cette expression imagée, c'est juste pour faire comprendre l'intention. Leur métier, assurer les trucages numériques des films et séries. Dans ce 6e numéro de l'émission, la parole est au superviseur des effets visuels, ou superviseur VFX pour Visual Effects. Quel est leur rapport au scénario ? À E5, mes invités du jour ont notamment officié sur Benedetta, Le Dernier Duel, les séries Zone Blanche, Ad Vitam, Le Bazar de la Charité, les sagas Astérix et Obélix, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Le Transporteur, ou encore sur les films réalisés par Jacques Audiard et Albert Dupontel. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en octobre 2021. Cédric Fayolle, je suis superviseur d'effets spéciaux dans l'industrie depuis 25 ans, superviseur depuis 15. J'ai travaillé pendant 25 ans pour Microsimage et depuis avril 2021, je suis indépendant. Le dernier film qui est sorti, c'était Adieu les cons. Merci. Ensuite ? Je suis Yann Blondel de la société Excuse My French. Je suis superviseur depuis que je suis tout petit, depuis 25 ans. Je suis superviseur indépendant dans la structure Excuse My French, c'est-à-dire que c'est juste une structure de supervision. On fabrique pas de plan, on n'est pas prestataire d'effets visuels. Le dernier, c'est The Last Duel de Ridley Scott que j'ai fait avec Micros. Ok, merci. Ensuite ? Moi c'est Guillaume Le Goez, je suis à la CGEV, je suis superviseur depuis à peu près 10 ans. Avec toutes les équipes de la CGEV, on fabrique donc les effets visuels de beaucoup de longs métrages. Et le dernier en date qui a été un peu marquant, c'était Benedetta de Verhoeven. Voilà. Ok, merci. Ensuite ? Bonjour, je suis Roxane Fechner. Je suis aussi superviseuse et productrice d'effets visuels indépendante. J'ai ma propre structure, le Canard à 3 pattes. Voilà, donc je ne fabrique pas d'effets visuels, mais je travaille avec pas mal de compagnies, donc en fonction des projets, voilà, en France, à l'étranger. Le dernier qui est sorti en salle, c'est Le Discours de Laurent Tirard. Ok, ensuite ? Olivier Emery, donc moi je suis producteur VFX et je suis le fondateur du studio Trimaran. C'est la 30e année. On a commencé à faire de ce qu'on appelait l'image de synthèse à l'époque. Et comme projet, alors nous on est beaucoup plus en programme télé ou plateforme. On a fait un unitaire pour TF1, Le Saut du Diable d'Abel Ferry, qui a fait presque 7 millions de téléspectateurs là au mois de juin, donc c'est assez frais. Voilà. Et on va commencer donc avec la première question. Quel est votre premier interlocuteur quand vous arrivez sur un projet ? Donc à quel stade du projet vous arrivez en général ? J'imagine que ça varie. Il n'y a pas de règle personnellement, ça peut être n'importe qui. Ça peut être le réalisateur qui vous appelle, ça peut être le directeur de prod qui vous appelle. On intervient des fois quand le scénario est déjà, tout est déjà fait et on est prêt à tourner des fois dans 2 semaines et c'est la catastrophe. Comme on peut intervenir sur un traitement très très tôt, où on va nous demander notre avis. Donc il n'y a pas réellement de règles, ça dépend si on a déjà travaillé avec les gens, parce qu'on crée des liens. Donc si vous avez déjà travaillé avec un réalisateur ou un scénariste, peut-être qu'il va vous envoyer les choses avant. Si on n'a jamais travaillé, je pense que c'est souvent le directeur de production. C'est vrai que c'est souvent la production qui nous contacte et qui nous envoie le scénario pour justement avoir un premier avis sur la faisabilité des choses. Et après, il y a une réunion qui se crée avec les réalisateurs, assistants réalisateurs, éventuellement les chefs décorateurs, pour parler de tout ça un peu plus précisément. Je peux rajouter un chef de poste souvent qui nous ramène du travail, ce sont aussi les chefs opérateurs. Des fois, comme disait Yann, effectivement, on crée des liens pas mal. Et des fois, sur un film, ça s'est bien passé avec un chef opérateur. Donc, il nous conseille auprès des productions. Donc, c'est pas forcément lui qui vient avec le scénario, mais en tout cas, c'est lui qui a parlé de nous. Qui fait le lien. Et qui fait le lien. Et puis les réals, c'est-à-dire effectivement, quand on a fait un premier film avec eux, que ça s'est bien passé, ça crée des liens et il y a une certaine fidélité avec tous les chefs de poste, en fait. On a tous, finalement, quelques producteurs qui nous appellent systématiquement, même de manière extrêmement tôt,
Moi, il y a un projet où, en fait, il y avait rien. C'est-à-dire, il avait écrit 10 lignes, juste un concept. Il voulait savoir si, en fait, c'était possible de faire ce film. C'était un unitaire pour encore TF1. C'est une histoire d'abeilles. Il voulait savoir si on pouvait faire des abeilles en 3D. Et des attaques d'abeilles, il fallait faire des nuées. Donc, avec des milliers d'abeilles. Et donc, son problème était que, est-ce que ça rentre dans une économie de téléfilm ? Même s'il y avait un gros budget de VFX qui était prévu, mais ça reste dans une enveloppe d'un film de 2 millions, donc en gros il y avait 200 000 de VFX, pas plus. Je vais demander un petit peu de temps. Dès qu'on a eu du temps, on a travaillé sur le fait de se programmer des nuées d'abeilles de manière à peu près crédible. Et sans scénario. Il y avait 10 lignes de synopsis. On lui a fait 5 plans, une petite démo. Il a montré ces 5 plans à TF1 et TF1 lui a signé sa convention d'écriture. Puis un an après, ça partait en tournage, et puis 18 mois plus tard, c'était diffusé à TF1, c'était sélectionné à Festival de La Rochelle. Le film tenait la route. Pour un téléfilm, il y avait 200 plans truqués, c'était quand même un gros boulot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous amène au sujet des différentes aides du CNC aussi, et qui peuvent intervenir à l'écriture. Et effectivement, notre apport dans la fabrication de ces dossiers, les CVS et ce genre de choses, peuvent vraiment aider les producteurs à aller jusqu'au bout. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris conscience que notre implication a à être prise très au sérieux et très en amont. En fait, le CNC a vraiment ouvert des jolies portes. Donc là, on a cité beaucoup de postes. Ça ne vous arrive jamais d'être en discussion directe avec des scénaristes ou que des scénaristes viennent vers vous pour vous consulter? Les portes d'entrée vont être chef-op, réal, prod, on a parlé. Jamais vous êtes directement... Ça dépend parce que certains réalisateurs scénarisent aussi leurs films. Donc à partir de là, effectivement, la discussion elle est assez précise sur ce qui peut se faire ou pas. Et ça peut arriver que les scénarios se modifient en fonction des données qui vont être dites lors des réunions. Ok, on va revenir d'ailleurs sur ce point-là, mais du coup, à part pour les réalisateurs scénaristes, par exemple pour les scénaristes, je sais pas, de séries ou des unitaires mais qui ne réaliseraient pas, est-ce que ça vous arrive des fois d'être en contact avec des scénaristes? À quelle étape? C'est-à-dire qu'on les croise dans les réunions, ils sont là dans les réunions quand on parle de développement, mais c'est pas eux qui nous contactent. Il y a la réalisation qui est là, il y a les producteurs et le scénariste là aussi pour écouter s'il doit développer. En fait, il est déjà arrivé beaucoup de fois où ils ont écrit des scénarios, ça arrive des scénarios, puis en fait, quand on monte le financement, c'est trop cher à fabriquer. Donc, il y a un peu un enseignement maintenant de ça. Et donc, les réalisateurs, parce que la culture française, c'est que le réalisateur est aussi auteur. Donc, en fait, est venu nous voir pour savoir ce qu'il pouvait écrire pour pas avoir à réécrire derrière parce que c'était trop cher. Il avait anticipé la demande pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Ok. Voilà. Moi, j'ai pas mal de contacts avec les auteurs. Enfin, j'essaye de développer cette proximité en participant à des festivals comme Sérimania, par exemple, qui sont vraiment axés production et puis écriture. Donc, les effets visuels, c'est pas vraiment le sujet. Mais ça permet quand même de parler avec des gens qui ont plein d'idées dans la tête, qui savent pas, qui sont un peu peureux, qui ont peur des effets. À la fois les scénaristes, parce que les producteurs vont leur dire « ça coûte trop cher ce que t'as écrit, c'est juste pas possible en coupe ». Et donc le fait d'être avec eux, de pouvoir finalement en amont parler de leurs projets qu'ils vont écrire l'année prochaine et leur dire mais oui c'est possible, lâchez-vous un peu, je pense que ça participe du fait qu'il y a de plus en plus d'effets visuels. Les auteurs américains, ils ont fait la part des choses, ils savent très bien que même s'ils écrivent un truc impossible, on va pouvoir le filmer et le truquer. Les auteurs français, ils sont un peu bridés par les producteurs, ils restent bridés, et donc je pense qu'on a tous à travailler tous ces gens-là pour leur dire lâchez-vous un peu, écrivez des histoires où il y a du fantastique, où il y a du magique, où il y a des choses un peu extraordinaires, où il y a des choses en tout cas qu'on ne peut pas tourner. On est là, on va trouver les solutions. Il y a la résidence aussi Sofilm de genre qui fait ça, qui vont prendre des scénaristes qui ne sont pas optionnés, qui ont leur projet dans leur coin, et ils essayent de le monter, et qui les font se rencontrer avec des superviseurs VFX pour savoir la faisabilité, etc. J'ai déjà fait une résidence Sofilm. Ah, et du coup, c'était ouais, c'était super. C'était en Bretagne, et on a passé 3 jours à discuter avec des bouts de script, à rencontrer chaque réalisateur, à discuter de leur projet. C'était des discussions pour essayer d'ouvrir leur scénario, pour le développer, plus parce qu'il y avait pas de, il y avait un traitement, quoi. Curieusement, en fait, j'ai l'impression que c'est presque plus dans des films d'auteur ou moins dans des films d'action ou fantastique encore, parce que le fantastique en France, on n'est pas encore, sauf toi, ton dernier projet qui était super, Blood Machine. Sinon, c'est vrai que moi, je pense à Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard. Ils nous ont contactés parce qu'on avait fait leur précédent film, l'autre, très en amont pour commencer à discuter, mais c'est plus de l'ordre de la sensibilité que vraiment des effets visuels. C'est un travail tellement en finesse aussi d'écriture. C'est vraiment hyper plaisant de rentrer si vite dans cette confidence, en fait, c'est vraiment ça.
Le côté artistique, finalement, Ouais, plus que carrément. fonctionnel et technique seulement. Ah oui, on est au-delà de... Ouais, complètement. C'est Ouais. vrai que moi j'ai eu une expérience aussi il y a peu où justement on avait, alors ça arrive très rarement, voire jamais, le scénariste du film qui était avec nous lors des discussions que j'ai pu avoir avec le réalisateur pour réécrire, voire écrire même des tranches de scénario qui découlaient de ce qu'on était en train de se raconter avec le réalisateur, quoi. C'était pour un film de super-héros où il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur qu'est-ce qu'on allait faire, quelle esthétique on allait développer. Donc il y avait vraiment une approche tout à fait intéressante sur la fonction des VFX, ce que ça pouvait apporter à la narration. Et, Mais comment je suis devenu un super-héros, en fait? C'est ça, Moi, c'est- je suis arrivée via la prod, moi, tout au début sur la première version, et donc j'ai vu le scénario évoluer et la construction avec Douglas, des personnages, etc. C'était passionnant, justement. ouais, mais, ouais, c'est ça. Ouais. mais moi, j'étais côté prod, justement. Ils m'ont pris comme conseillère artistique pour justement Oui, mais le film a eu dans une l'écriture, histoire voilà, assez exactement. longue. Oui. Et chaotique, mais en tous les cas, ils sont arrivés au bout du projet et c'est tant mieux. Yann? Ouais, j'ai eu une expérience qui est un peu intéressante anglo-saxonne hein, sur une série. Il y avait 8 épisodes, on a travaillé sur 8 traitements. On est parti en repérage, on a repéré les lieux. On a défini ce qu'on allait faire comme effet visuel et on a donné ça aux scénaristes et ils ont écrit les épisodes. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, on leur a dit voilà, tu peux pas avoir un establishing de tel décor parce que on l'aura pas. Tu veux dire un plan d'ensemble Voilà, oui, excuse-moi. C'est là, malheureusement, un des seuls exemples que j'ai de réelle coopération avec des scénaristes, où là, il y avait vraiment un showrunner et des scénaristes. Mais l'approche a été super intéressante, super pragmatique, en disant, voilà, on n'a pas des ressources infinies, ni en effet, ni en décor. Donc, on va avoir ça. Comment on écrit un épisode qui tient la route avec ça? Ils s'en sont super bien sortis. Des C'était- contraintes créatives, en fait, en amont, finalement. Ouais, c'était hyper intéressant. Quand vous avez le scénario entre les mains, quelles sont les premières questions que vous vous posez à la lecture? On en est à quelle version de scénario? Est-ce que c'est la première ou est-ce qu'on en est déjà à la 7e version? Est-ce que les choses peuvent changer encore ou est-ce qu'on est vraiment là soumis à un document qui est passé de main en main, qui a déjà été réfléchi, analysé et auquel cas il faut s'adapter, quoi. En fait, il y a deux façons de recevoir des scénarios. Des fois, on reçoit le scénario brut. Donc, c'est à nous d'aller voir où potentiellement il y aurait des effets. Et forcément, nous, c'est notre métier, donc on en voit partout. Et ensuite, on reçoit aussi des fois le scénario avec un dépouillement VFX qui a déjà été fait. Ça pointe déjà les séquences sur lesquelles ils ont besoin de nous. Et on en rajoute. Et nous, on en rajoute parce qu'on dit, et ça, là, ce petit truc-là que vous avez marqué en 2 phrases, on se demande comment vous allez le tourner. Ça découle sur des situations assez cocasses parfois, justement, parce que... Terrible. Oui, des questions qui ne se sont pas posées. Ouais. C'est vrai qu'ils se sont pas posées, quoi. C'est, Ouais, ah bon, mais ça, tu ça viens avec nécessite, 150 000 euros de un plus, effet. juste avec une petite phrase. Après, à l'inverse aussi, des fois, ils nous consultent et on amène ça vers des solutions directes, sûr. sans passer par du gros VFX. Forcément, nous, c'est un peu notre routine. Donc, des fois, on leur dit, bah, ça, vous avez imaginé ça en effet, mais est-ce que vous avez considéré qu'on pouvait essayer de le faire en direct, au moins une partie, pour alléger, enfin voilà, donc il y a de la balance quand même. J'ai une phrase souvent qui dit que je n'aime pas les effets visuels, sauf qu'il faut entendre celle d'après, que pour moi je travaille dans le cinéma d'abord. Je travaille pour le film d'abord avant de travailler pour faire des effets visuels. Donc si je pense que du feu, là en l'occurrence tu vas très vite savoir de quel projet il s'agit. C'est le bazar de la charité, hein, tout simplement. Les gens qui font des effets spéciaux directs, j'adore ça. Et le feu, effectivement, je poussais à ce qu'on en ait au maximum sur le plateau, même pour le jeu du comédien, parce que un vrai feu, tu agis différemment, même si c'est juste une rampe à feu, ça te fait une lumière sur la peau, sur les vêtements, etc. Nous, notre truc, c'est de dire, c'est de dépenser l'argent au bon endroit. Donc c'est pour ça que des fois, on se dit, ben là, t'as pas prévu beaucoup de budget sur cette séquence-là. Donc nous, on préférait avoir plus de budget là. Donc si ça, t'arrives à le faire en direct, ça nous permet de faire une bascule. C'est pour ça que c'est de la discussion tout le temps en permanence et qu'on pousse pas tout le temps à l'effet. C'est juste pour le placer au bon endroit pour qu'il y ait une vraie plus-value à le faire. Là où il faut, c'est une vraie question qui se pose Ouais, toujours puis dans une le... plus-value visuelle et artistique. Et soit les premières questions que vous posez à la lecture du scénario, est-ce que c'est Ouais. tout de suite sur cette faisabilité? Moi, la première question que je me pose, c'est à quelle époque c'est? Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est au Moyen-Âge? Est-ce que c'est contemporain? Parce que John répond à son téléphone, si c'est dans le futur, c'est une autre histoire que si c'est contemporain. Donc c'est ça qui va teinter toute la lecture du scénario, c'est de savoir que si c'est un film moyenâgeux, tous les sets de tournage, il risque d'y avoir des anachronismes, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à faire là, des prises de courant, des poteaux. Et si ça se passe dans le futur, tu sais que tout va être compliqué parce que tout est sujet à discussion, même un téléphone. À quoi ça ressemblera dans 15 Voilà, ans, donc dans 20 ça, ans, c'est un cauchemar pour tous les réals qui font leur premier film de science-fiction. Je suis en train de travailler sur un projet comme ça et c'est hyper drôle parce que à la fin ils se plaignent on leur pose tout le temps des questions.
On ne sait pas à quoi ressemble quoi que ce soit dans leur monde. Pour moi, c'est la plus grosse question, c'est quand est-ce que ça arrive. Une autre question que je me pose, c'est qui va réaliser. Selon qui réalise, en fait, on n'a pas du tout le même film, donc on n'a pas du tout la même approche. Peut-être même aller regarder ses films d'avant pour essayer de comprendre sa façon de travailler, s'il fait des plans de 3 minutes ou si c'est des montages très courts, comment il filme. Un scénario normal, hein, vous le donnez à 2 réalisateurs différents, vous n'avez pas le même film. Quand on devise, on se fait une sorte de pré-découpage, etc., pour essayer d'avoir une bonne réponse à la façon de le faire. Donc, on est obligé d'un peu connaître. Voilà. Donc ça, c'est une des questions qui se posent très très vite. Pour le coup, ça a un énorme impact sur notre travail. Et puis, savoir que s'il est posé, s'il a les idées parfaitement claires et il est capable en prépa de dire comment il va tourner la scène et de respecter sa parole, ou c'est l'inverse. Et bon, en France, on a beaucoup de réalisateurs qui sont pas très fiables de ce point de vue-là et qui finalement on prépare, on décide, on découpe et puis dans leur chambre d'hôtel ou la veille, ils réécrivent tout ce qu'ils vont tourner le lendemain et on se retrouve sur le plateau avec des choses qui ont complètement changé en fait. Hein. Et là, c'est très très compliqué à gérer effectivement. Quel est l'impact que vous pouvez avoir sur la narration globale d'un film, sur les personnages, sur l'histoire, sur l'univers ? Ça dépend du scénario. Si on a par exemple une créature, un acteur virtuel dans le scénario, du coup notre rapport va être monstrueux, c'est-à-dire qu'on a un personnage, on a un acteur du projet qui serait pris en charge par les effets. Dans le cas d'extension de décor ou de création de décor, finalement on a l'écrin des scènes qu'on rajoute. Donc en fait c'est très très dur de répondre à ta question parce que ça dépend du film, ça dépend de ce qu'on va y faire. Des fois, on va suggérer des mises en scène, voire désinhiber, parce que le problème du film français, c'est que comme les effets, ça coûte un peu cher, on va faire un petit plan fixe où on va essayer de tout raconter. Et un plan fixe au milieu d'une mise en scène dynamique, ça ressemble à rien. Donc on est souvent là pour dire mais si, tu peux bouger ta caméra, c'est pas grave, garde ta grammaire, garde ce que tu veux dire. Essayons pas de raconter toute l'histoire en un plan parce que ça marche pas. Essayons de le raconter en 2-3 plans. On est un outil, on est là pour incarner les faits, mais c'est pas un handicap pour l'histoire ou pour la narration. Ouais. J'ai un exemple où quand j'avais fait De rouillé d'os de Jacques Audiard, quand on faisait les lectures, on s'était retrouvés juste Jacques Audiard, son scénariste et moi. Et on avait discuté tous les trois sur chaque scène où on devait voir les amputations. En fait, quel était l'intérêt narratif de la scène? Est-ce qu'il fallait qu'on soit sur le visage de Marion ou sur ses jambes? On a fait ce travail séquence par séquence parce que forcément dans son scénario il y avait marqué partout les jambes coupées, mais on se disait mais est-ce qu'on a besoin de le voir à chaque séquence? Est-ce que c'est intéressant de les voir à chaque séquence? Donc on s'était retrouvés tous les trois et on avait essayé de décortiquer émotionnellement la séquence et de se dire bon ben là en fait les jambes elles vont plutôt nous gêner, elles vont nous couper de l'émotion, ou là c'est très très important parce qu'on montre son handicap. Il y avait des moments de dépression pure où en fait on avait déjà vu les jambes avant, on se disait là ça serait trop et ça va détourner l'attention de l'émotion qu'on veut dégager. C'est un travail avec le scénariste qui écoutait. Ils ont affiné le scénario pour mieux filmer. Donc il accentuait dans son scénario plus de détails sur ce qu'on veut voir des jambes ou plus de détails sur l'émotion qu'elle dégageait. Okay. Ça servait à ça. Mais sinon après visuellement j'ai la sensation qu'on nous laisse vraiment de plus en plus une place artistique. Moi là sur le dernier projet vraiment je allais faire des repérages au petit matin, je faisais des maquettes etc. Je les proposais. En fait on est traducteurs et dans ce genre de réunions qui sont primordiales pour nous en préparation on arrive à comprendre en fait là où nous on peut s'immiscer et apporter notre patte en fait. On est dans une période favorable aux effets, il y a de plus en plus d'importance en fait des effets et l'aspect artistique est vraiment essentiel. Hein. On a souffert, je pense, pendant pas mal d'années parce qu'il y avait le manque de moyens. Là, on en sort, et puis on a en face de nous, que ce soit des producteurs ou des réals, qui portent un peu plus d'ambition visuelle qu'avant, et qui sont prêts à nous faire confiance, en fait. Sur Blood Machine, le film de science-fiction, là, qui est une sorte d'ovni, c'était il y a 2 ans, sur lequel on a eu la chance de travailler. Là, la direction artistique était assurée par l'un des 2 réalisateurs. Donc lui, il est majeur, mais c'est un artiste, un infographiste qui fait de la 3D et du compositing. On l'a eu 6 mois avec nous. On a travaillé avec lui en mettant une équipe autour et c'est vrai qu'on a fait des choses qu'on n'avait jamais pu faire en fait parce qu'il y avait une volonté artistique d'aller dans quelque chose qui s'était finalement jamais fait. C'est vrai qu'il y a moins de suspicion autour de notre travail depuis 10-15 ans. Les rapports qu'on peut avoir dans une production, je crois, ont énormément changé. On est plus intégré en amont dans la production, on est mieux intégré sur les plateaux de tournage aussi. J'ai l'impression les gens veulent travailler avec nous et nous facilitent beaucoup de choses. Pour rebondir sur le sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui, même au niveau des scénarios, donc c'est vrai qu'on
qu'on voit beaucoup plus de scénarios aujourd'hui avec déjà dès l'écriture des aspects visuels étonnants qu'il n'y aurait peut-être pas eu il y a 10 ans, quoi. Ils ont de plus en plus confiance en notre travail, confiance en ce qu'on peut apporter et du coup ils se permettent d'écrire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait il y a quelques années. Très récemment, il y a une nouvelle branche des effets visuels qui vient de se créer à l'Académie des Césars. Enfin, on est reconnu et on va avoir un César des meilleurs effets visuels à partir de cette année. Pardon, Cédric est là, donc il va rougir, mais personne ne le verra. Mais il a été cité 5 fois à la dernière cérémonie en remerciement de son travail sur Adieu les cons. Qui a eu tous les Césars, mais qui n'a pas pu avoir du coup celui des effets. Exactement, il manquait le 7e César. Il a eu le César virtuel, mais là, Exactement. on s'est battu avec France VFX et puis la FICAM et d'autres pendant le confinement, là, dans la réorganisation des Césars pour qu'il y ait un collège VFX. Et puis on a gagné il y a un an. Ce qui nous a mené à ça. Voilà. Donc c'était une stratégie en 2 temps qui a réussi. Tout à l'heure, c'était Yann qui nous parlait du fait que, par exemple, vous aviez la responsabilité de penser une créature, donc un personnage, de penser un décor. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'éléments sur lesquels vous créez vous-même un peu l'histoire ? Ça a été fait à Micros quand j'y étais encore. Il y a une scène de combat aérien dans le film qui s'appelle La bataille de l'Escaut, The Forgotten Battle. Donc c'est 8 minutes de bataille aérienne. On fait de la prévisualisation, c'est-à-dire qu'on met en scène en 3D, en l'occurrence cette bataille. Et donc il y a un travail de mise en scène et donc de chorégraphie, d'avion, etc., qui fait que effectivement on vient raconter des choses, parce qu'on dit là l'avion s'est fait cracher, il va s'écrouler, les autres essayent de passer à travers la fumée. Il y a plein d'endroits dans les scénarios où effectivement c'est l'image qui va le raconter. Ça peut être une ligne dans le scénario. Ça peut être une ligne dans le scénario et 8 minutes à l'image. Je pense qu'il y a de plus en plus de projets, plus à l'étranger, où finalement il y a des parties de scénario qui sont entièrement faites en 3D en fait, où tout est faux, il y a rien de tourné pratiquement. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Donc là, on tombe un peu dans l'animation 3D en fait, même si ça doit être totalement réaliste et en fait personne ne doit se rendre compte que tout est faux. Et là, la prévise est hyper importante parce que tout se fait en prévisualisation pour définir l'action et le découpage et la façon de filmer. On intervient finalement dans la manière de raconter l'histoire en fait. J'ai fait un film l'année dernière où c'était à peu près ça la problématique, c'était 2 lignes d'écriture, un train roule dans la nuit noire et la guerre éclate. Voilà, point. Et dans le film, c'est une séquence qui dure à peu près 10 minutes. On a mis une caméra dans un train et on a filmé du paysage. On s'est appuyé là-dessus, mais tout a été à inventer, quoi. Tout a été à raconter. On a fait ce travail évidemment avec le réalisateur, mais c'est des choses qui étaient proposées par nous, par les VFX, et par les VFX, et qui ont été acceptées ou pas, qui ont été remaniées après discussion avec le réalisateur et le monteur. C'était une expérience assez intéressante. Moi, en ce moment, on fait parler des animaux dans un cauchemar du personnage. On a envoyé les premiers plans au réalisateur. Ça l'a fait extrêmement marrer. Pour le coup, il est en train de réécrire sa séquence pour en rajouter. Il trouve que, pour le coup, il l'a pas assez exploité. Il n'avait pas ressenti le potentiel tragico-comique de ce truc-là. Ouais. Il est en train de réécrire pour rallonger sa séquence, pour avoir plus de... Jusqu'au moment où le directeur de production va arriver. Oui, non, mais... C'est toujours les rabat-joie, ces gens-là. Ouais. On passe un bon moment, là. On passe un bon moment. Ce sont les aura aussi autour de la table et c'est eux qui nous donnent vos numéros à chacun. Donc, Je voudrais rebondir sur ce que Olivier a dit, c'est-à-dire qu'il a parlé de prévise. Et la prévise, c'est intéressant parce qu'elle est presque entre le scénario et le tournage. Alors la prévise, c'est une simulation d'un tournage. En simulant les optiques, les bonnes tailles, etc. Et ça permet... en fait, de préparer le tournage. C'est un document autant artistique que technique. C'est un genre de storyboard en 3D avec une ébauche de 3D, un truc comme ça. Tout à fait. Et les anglo-saxons, ils font un truc qui est fascinant, qui est la pitch vise. Donc en gros, ils vont pitcher leur histoire avec une prévise. Et ça leur permet de valider les financements. C'est-à-dire qu'à partir d'un scénar, ils vont prendre une séquence qui est emblématique, où ils vont faire un faux trailer, et ils vont aller pitcher leur film avec ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, va nous arriver en France. Mais la prévise a ce truc intéressant d'être entre les deux. C'est le pont, en fait, entre l'écriture et l'incarnation via une caméra. Des pitchs, pour le coup, en prévise, c'est des pitchs qui sont pas très aboutis visuellement. Est-ce que ça vend bien, du coup ? Ça peut être pas mal. Ça vend l'idée, ça vend le mood, ça vend l'action. Et la prévise, elle explique ce qu'on va faire. Moi, je me rappelle avoir fait une prévise pour Lord of War, où on avait une grosse séquence d'ouverture. Et à un moment, personne comprenait rien. Donc, on a fait la prévise pour que tout le monde comprenne. On a colorié des éléments en disant voilà, tout ce qui est rouge, c'est en 3D, tout ce qui est bleu, on va le tourner en fond bleu. Ça devient un document qu'on s'échange tous, parce que notre plus gros problème à nous, superviseurs des effets visuels, c'est qu'on manipule des abstractions. On comprend ce qu'on fait, on est là pour incarner l'effet, mais... Ou on le prétend, en tout cas. Ou des fois on fait semblant, mais
on a besoin que tout le monde comprenne. Il n'y a pas pire que tourner sur un fond vert et que personne ne comprenne rien à ce qui se passe. Il y a la prévise, mais il y a aussi de plus en plus ces murs LED qui nous arrivent au grand galop. Moi, j'ai tourné 3 semaines sur murs LED. C'était principalement de la 2D, mais on a aussi travaillé avec du matte painting de 12 mètres de diamètre d'envergure quand même. C'est assez sympa. Et après, il y a cette 3D où là, justement, si on revient à l'écriture, la chronologie de la préparation devient complètement différente. Donc, les effets visuels commencent avant tout le monde. En fait, on se prépare à être de plus en plus en amont sur la narration. Sur la narration. Ouais, c'est culturellement quelque chose qui est un choc complet, parce qu'il faut envisager que tout le travail de post-prod fait sur les effets visuels, qui pouvait prendre plusieurs mois, il doit être fait avant. Et pire que ça, c'est que quand on fait un film de manière classique avec des effets visuels, donc on va faire du fond vert, des matte painting, eh bien on va tourner, on va attendre que le montage soit loqué, et on va truquer uniquement les plans qui restent dans le film. Donc par rapport à tout ce qui aura été tourné, il y aura probablement 90% de ce qui a été tourné qui a été jeté, ou 80%. Et si on veut faire de la virtual production, donc tourner sur un plateau avec un mur de LED, il faut que le contenu qui va être dans les LED soit prêt pour tourner tous les plans. Pour bien faire ça, évidemment, le temps de travail de modélisation des scènes, des décors, des matte painting, globalement, qu'on le fasse avant ou après, c'est le même. C'est le même type de profil de gens et il leur faut le temps de le faire. Et s'il faut 3 mois pour faire ça en post-prod, il faudra au minimum 3 mois pour le faire en pré-prod. Donc ça veut dire qu'il faut commencer beaucoup plus tôt. La deuxième chose, c'est que quand on est en post-prod avec du fond vert et qu'on truque que quelques axes et qu'on est dans une logique finalement d'optimisation, et puis on va truquer que ce qui est dans le montage, eh bien on va finalement modéliser et faire les matte painting que de ce qu'on a vraiment besoin au final. Alors que si on le fait en amont, et qu'on a un réal par exemple qui est pas très très précis dans ses choix, il faut que tout le monde soit créé, même si tout le monde n'est pas capté à l'image. Et là, ça veut dire que ça fait des temps de préparation et des temps de production qui sont monstrueux. La virtual production est vraiment, à mon avis, adaptée à des gros projets avec beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Alors, il y a un avantage, c'est qu'en post-prod, c'est assez adapté pour les séries. Pour des projets où il y a à délivrer régulièrement des épisodes, et ça sur plusieurs années, l'investissement initial, il est lourd, très lourd. Mandalorian, c'est exactement l'exemple. Mais ensuite, ça enchaîne, voilà. Quelles sont, dans un scénario, les scènes qui vous mettent le plus au défi ? C'est pas forcément dans le scénario, en fait. C'est-à-dire que des fois, on peut lire des scénarios, on dit, je vois pas ce qu'il y a à faire vraiment. Enfin, moi, ce qui m'est arrivé dans Adieu les cons, c'est-à-dire que dans ce coup, c'est, on va tout faire en studio sur fond bleu. Et tu fais, ah oui, d'accord, donc on va pas vraiment tourner à la défense. Ce que je disais au début, il faut connaître le réalisateur, connaître comment il filme, ça filme, parce qu'effectivement, une séquence, on la voit pas, mais il nous dit, ouais, mais ça, j'aimerais bien le faire en plan séquence, en faux plan séquence, donc pour le coup. Il y a beaucoup de pièges dans le scénario pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, parce que nous, on travaille sur la mise en scène. Plus sur le scénar, moi, ce qui me pose problème, c'est quand je commence à lire une ligne où c'est écrit, on comprend que. John a fait ça et on comprend qu'il est énervé ou que juste avant il s'est... Parce que notre travail c'est la post-production, donc on arrive après tout le monde. Donc ça veut dire que les problèmes qui n'ont pas été réglés lors du tournage ou lors de l'écriture ont une fâcheuse tendance à atterrir sur notre bureau. Donc dès que je sens que c'est un petit peu imprécis, c'est là où moi je m'inquiète et notre psychologie c'est un peu une psychologie psychopathe qui a tendance à retourner tous les cailloux pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais c'est ce que les étudiants scénaristes doivent entendre de leurs profs, c'est on ne dit pas, on comprend que. Enfin moi ça me fait personnellement tiquer, c'est là où je me dis voilà attention c'est quoi ça ? Est-ce que ça va m'arriver à un moment ou à un autre quoi ? Quand on décortique un scénario, on fait attention à tout ce qui est écrit. Donc on se doit d'être exhaustif et de poser des fois même des questions idiotes, dans le sens où quand il y a marqué « elle regarde son amoureux des étoiles dans les yeux », on est obligé de dire « c'est une expression, on est d'accord ? C'est pas un trucage ?» Parce que en fait, effectivement, des fois, en fait, on considère que c'est une expression, et puis à la fin, on dit ah mais ça, vous avez pas mis les étoiles dans les yeux. Bon, c'était pas une expression. Bah non. Ah d'accord. Il y a beaucoup d'expressions imagées qui sont utilisées dans les scénarios, et pour le coup, nous, notre travail, c'est de s'assurer que cette expression imagée, c'est juste pour faire comprendre l'intention, ou des fois, ça peut aussi être un trucage. Donc, des fois, c'est des pièges, et clairement. Donc nous, on se retrouve en réunion à poser des questions bêtes. Faut mieux le savoir avant, quoi. Ouais. Mais le discours de Tirard, c'était tout à fait ça. Enfin, déjà, Caro, l'auteur est génial, c'est drôle comme tout, mais à l'image, ça a été ça, en fait. À l'écriture, il faut comprendre comment ça va être tourné. Ouais. Moi, je dirais les séquences qui peuvent devenir complexes, sur lesquelles on n'a pas de maîtrise, en fait.
c'est beaucoup les problèmes météo, c'est beaucoup les problèmes de lumière. Notre capacité à truquer, on peut tout faire. Mais il y a un truc qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est quand il y a une partie qui est filmée, puis il faut intégrer des choses, et que la lumière dans laquelle ça a été tourné, pour des raisons X ou Y, parce que ça a été mal préparé, ou parce que tout simplement c'était pas la bonne journée, change complètement, font que notre capacité à intervenir dans la scène et à faire ce qui était prévu devient hyper complexe. Moi j'ai un exemple, c'était la série Je te promets, 12 épisodes. Cette série a commencé à être tournée en janvier 2020 et il y a eu le confinement en mars, donc effectivement interruption du tournage et on devait tourner mi-mars une séquence en forêt d'hiver qu'il fallait enneiger complètement. Donc cette séquence n'est pas tournée. Le tournage reprend fin juin et elle est tournée le 30 juin. Oups. Donc avec une forêt toute verte, des fougères partout, enfin bon. C'est une séquence qui dure 4 minutes 30 dans le scénario, donc c'est quand même beaucoup de plans. Ils tombent en panne dans la forêt avec leur voiture et puis ils vont marcher dans la neige et c'est une famille. Il faut enneiger tout ça alors que tout est vert, totalement vert. Et là, on s'est cassé la tête. Ça a été extrêmement compliqué. On a passé beaucoup de temps. On peut pas rééclairer les personnages. On peut pas rééclairer la bagnole. Au final, c'est un compromis pour arriver à une lumière crédible d'hiver, alors qu'en fait c'est tourné en plein été. Moi, ce qui me fait le plus peur quand je lis un scénario, c'est dès que ça commence à toucher un comédien ou une comédienne, que notre travail va être en accord avec leur jeu, tu vois. C'est délicat parce que autant quand tu parles avec des réalisateurs, chefs opérateurs, chefs décorateurs, ils ont encore un petit bagage où ils commencent à l'avoir sur notre travail, donc on peut échanger assez précisément maintenant. Avec les comédiens, c'est toujours plus délicat, alors dès que ça engendre véritablement un conflit entre un comédien et un personnage en 3D ou des animaux ou ce genre de choses qu'on va rajouter à l'image, ils vont devoir jouer face à du rien, quoi. Du coup, ça va être très compliqué de leur expliquer l'impact de notre travail sur leur jeu, sur leur façon de se déplacer. Et ça, c'est toujours un peu délicat. Sur le film de Paul Verhoeven, Benedetta, où Virginie Efira a dû se battre contre une horde de serpents. Donc c'était assez délicat parce que au départ, on s'imaginait quand même que il pouvait y avoir quelques vrais serpents histoire de se mettre en situation. Évidemment, très vite, on a compris que c'était pas du tout le cas parce que Paul Verhoeven veut prendre aucun risque vis-à-vis de ses comédiens, donc c'est tout à fait légitime. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire tous les serpents en 3D et travailler avec Virginie Efira autour de cette attaque de serpents et avec Paul Verhoeven, c'était assez délicat, mais bon, elle s'en est très bien sortie, quoi. C'est quoi les dernières solutions, on va dire créatives, imaginatives que vous avez trouvées sur une situation où il y avait besoin d'un effet? Parce que j'imagine qu'il y a des effets que vous faites très régulièrement, qui reviennent tout le temps, ou c'est un peu une routine pour vous? Déjà, les interlocuteurs font qu'on travaille pas du tout de la même manière. C'est ça qui est génial. Moi, j'avais fait un film avec Julian Schnabel. Il m'a retourné, en fait, dans ma méthodologie de travail. C'était aussi déstabilisant que c'était amusant. Parce que tu as quelqu'un qui va te mimer un papillon qui vole dans une pièce avec un morceau de rideau, ou qui est capable de se pointer sur le plateau en pyjama, ou qui t'appelle à 4h du matin parce qu'il a une idée en peignant. Dans ce métier-là, les challenges changent, les risques et les dangers changent à chaque projet, et chaque projet doit être mené différemment et on doit s'adapter à chaque projet. Moi, le dernier projet où effectivement le travail avec le chef opérateur, j'ai pas réussi à trouver le moyen de travailler. C'était tout à fait déstabilisant, oui. C'est avant tout de l'humain, donc c'est vraiment entre le scénario et la méthode de travail. Et c'est pour ça que je disais que c'est hyper important de savoir qui va réaliser, parce qu'effectivement, on parle pas au réalisateur de la même façon, on travaille pas de la même façon, on s'adapte tout le temps. C'est ça notre travail, pour que justement se fondre dans sa façon de travailler. Je crois que le plus gros défi ici en France, parce que ça se passe pas de la même façon outre-Atlantique, parce qu'ils ont des budgets conséquents, voire illimités, mais nous, on a des budgets limités, on a des desiderata de réalisateurs qui sont énormes, avec beaucoup d'ambition, et donc le défi, c'est quand même de réussir à aller au plus proche de ces ambitions-là, tout en restant dans un budget, somme toute, assez serré. Ok. Est-ce que le scénario en lui-même influence votre volonté de vous engager sur un film? Et si oui, quel aspect du scénario va vous donner envie ou non de vous engager sur une série ou un film ou un projet? Moi, clairement, je veux dire, pareil, c'est la base, c'est ce qui va me permettre de m'impliquer et ou de trouver d'autres choses tout à fait satisfaisantes, comme voilà, on va travailler sur de la technique, on va aller à l'étranger, on va faire ceci. Je trouve toujours des avantages, mais d'abord et avant tout, le plaisir, c'est de travailler sur un bon scénario. En général, on travaille presque plus pour le film que pour le réalisateur quelque part. Enfin, nous, on défend le film.
Donc on est tout le temps en train de chercher des solutions pour que le réalisateur puisse raconter au mieux, mais c'est l'histoire qui nous intéresse. En plus, souvent, ces histoires-là nous cultivent parce qu'elles nous amènent dans des terrains qu'on maîtrise pas forcément. Quand on fait du film d'époque, on est obligé d'aller se documenter sur l'époque, etc. Donc forcément, chaque film nous enrichit. On fait un travail où on passe quand même beaucoup de temps à être invisible. C'est-à-dire que le but de notre travail, c'est qu'il se voit pas. Donc ça peut être un petit peu ingrat finalement de passer 6 à 10 mois à être invisible. Si c'est au service d'une histoire qu'on adore, ça passe tout seul. Et puis si on comprend pas l'histoire, on fait pas forcément le bon effet. Ça, c'est très compliqué. Moi, ça m'est arrivé, je pense que c'est sûrement déjà arrivé, où en fait, à un moment, on n'est plus en phase avec l'histoire, on comprend pas où veut aller le réalisateur, donc il nous fait fabriquer des choses qu'on n'apprécie pas, mais que lui apprécie. Donc à partir du moment où on n'est plus en phase avec ça, on sait plus où s'arrêter, si on livre un bon travail, pas un bon travail. Là, on arrive dans un moment où ça peut être très compliqué. On perd la cohérence aussi artistique du projet. Ah ben oui, parce que dans ce coup, vous êtes plus du tout en cohésion avec le film et vous comprenez pas où il veut aller. Et là, ça devient compliqué pour livrer un travail final parce qu'on sait pas où on doit s'arrêter. On peut plus juger notre travail, donc ça devient compliqué à ce moment-là. Ça s'est révélé plein de fois. On peut faire un très bel effet s'il s'inclut pas dans l'histoire. En fait, il est raté parce qu'il est hors sujet. Vous avez un plan au milieu du film qui fait qu'est-ce qu'il fout là, ce truc? Enfin, voilà. Et là, ça veut dire que nous, on a regardé le plan, mais pas le film. Ouais. Non, moi, je me méfie quand même certaines fois des scénarios parce que ça m'est arrivé, notamment avec des jeunes réalisateurs qu'on connaît moins, puisqu'on les a pas vus encore à l'œuvre, d'avoir des surprises. C'est-à-dire que les scénarios pouvaient être assez mauvais, en fait, en soi, ou assez mal écrits, si je puis me permettre. Mais de se retrouver face, après, à un réalisateur avec une esthétique extrêmement intéressante et qui nous a amené dans une dimension qu'on ignorait sur le papier. Percevais pas, oui. Oui, mais je suis d'accord avec toi aussi. Percevoir. Donc, j'ai tendance à accepter beaucoup de choses et justement à prendre le risque, en ayant rencontré la personne, parier sur le fait que finalement, ça va dépasser un peu cette écriture un peu plate, mais que ça va nous amener sur quelque chose d'esthétiquement très, très intéressant. Mais c'est ça qui est aussi génial, hein, c'est que tu peux lire un scénario qui est brillant et sortir avec un film pourri, lire un scénario qui te tombe des mains et sortir avec un film brillant. Il n'y a aucune règle, surtout on passe notre vie, nous, à créer des châteaux de cartes qui tombent, qu'on reconstruit patiemment parce qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est vrai qu'on travaille dans un métier où on n'a pas beaucoup de certitude. Pour nous, par exemple, où on est beaucoup en série ou en unitaire télé, on a travaillé sur des scénarios qui étaient foncièrement pauvres pour la télé, ça c'est clair, et en fait ils peuvent être sauvés par des bons réalisateurs avec lesquels on va travailler en bonne intelligence pour le bien du film, comme ça arrive le contraire, et que on a plein de bonnes résolutions, plein de bonnes idées en prépa, puis finalement on s'est tourné n'importe comment et on s'est retrouvé dans une situation à essayer de sauver les meubles, mais bon, on va faire au mieux dans les moyens qu'on nous donne. Mais il y a une tendance, je dirais forte, c'est avec la stimulation des plateformes et des projets internationaux qui sont frappants parce qu'ils sont originaux, ça a stimulé la production française aussi. Et donc, on a, je pense, depuis 2 ans, des histoires qui sont de mieux en mieux, mieux écrites, des équipes avec plus d'ambition. Donc, on est dans une tendance très positive. Et pour nous, ça veut dire qu'on participe à des projets qui sont de mieux en mieux. Juste, tout à l'heure, on parlait d'un mauvais scénario qui pouvait devenir un bon film. Déjà, c'est très rare. Oui. C'est plutôt des bons scénarios qui deviennent des mauvais films. Ouais. Parce qu'un réalisateur qui sublime un mauvais scénario, il y en a pas beaucoup. Et quand ça arrive, c'est parce qu'il y a eu une deuxième écriture au montage. Et là, pour le coup, nous, on se retrouve avec des problématiques de plans qui étaient pas prévus pour cette séquence, etc. Le montage est pas seul à réécrire et vous fait réécrire aussi, du coup. Forcément. Ouais. À force de lire, du coup, des scénarios et de bosser sur des projets, est-ce que votre boulot vous a appris des choses sur le scénario en lui-même? J'espère que oui. Oui. Enfin, ceci dit, moi, j'ai eu le cas plusieurs fois où, en fait, les réalisateurs qui souvent sont les auteurs, encore une fois, avaient une faille dans le scénario. Ils savaient, il y a un moment, c'était un peu, pour faire avancer l'histoire, on y va un peu au pied de biche. Et ils ont pas réussi à régler ce souci-là avant le tournage. Et ce truc-là traîne jusqu'au montage. Ils pensaient que la façon de filmer allait un peu améliorer les trucs. Et les petites failles du scénario, en fait, ça se retrouve même souvent amplifiées à la mise en scène. Aujourd'hui, vraiment, on met des alarmes sur les failles du scénario, ou les petites longueurs, etc., pour essayer de tout résoudre avant, parce qu'on sait que derrière, ça va être réécrire au montage, on n'aura pas les éléments, etc. Mais je me permets, parce qu'ils le diront peut-être pas à cette occasion, mais moi, je connais 2 personnes dans cette salle qui écrivent eux-mêmes. Et du coup, oui, leur intérêt pour le scénario est extrême, en fait. Je vous cite pas, ni Yann ni Cédric, évidemment. C'est des amoureux du cinéma d'abord et avant tout. Et puis je fais des ateliers quand je le peux d'écriture pour continuer à apprendre, à approfondir, et j'adorerais ça. J'ai un final draft, c'est ça? Pour l'instant, j'ai le petit curseur qui clique. Ah, mais du coup, la question se pose. Alors, ceux qui écrivent des scénarios et qui sont dans notre domaine, c'est
Est-ce qu'ils se contraignent ou est-ce que... J'écris des scénarios sans effets spéciaux. Oui, c'est ça, ça le me truc. repose. Donc tu te Et contrains finalement, directement pour pas avoir à te poser la question, Je quoi. crois que je fais pareil, à part j'essaye d'avoir le truc le plus limité. Ouais. Après, c'est Pour pas avoir la sensation de travailler, en fait. Ouais, c'est ça, tu veux Pour être développer autre dépaysé, chose. pour Exactement. pas avoir un superviseur sur le plateau. Le problème, c'est que quand on écrit et qu'on connaît très bien la technique, justement, en fait, on écrit et on se dit, ça va être galère. Ça va être galère. Je travaillais beaucoup avec le théâtre pour justement sortir de ce côté numérique. Mais ça, le théâtre, c'est hyper intéressant. Moi, Mais c'est absolument. pareil. J'adore aller au théâtre pour avoir un autre système narratif. Ouais. Parce qu'ils ont une façon de raconter, de faire les ellipses, de faire le déplacement dans l'espace. Ça donne des idées de mise en Mais scène sur visuellement. comment gérer l'ellipse, comment Absolument. gérer le déplacement. Enfin, c'est hyper intéressant La pour lumière, ça. la en fait. mise en Les scène, c'est contraintes du passionnant. pratique, quoi. Revenir aux Ouais, contraintes réelles. absolument. Ouais, mais ça te donne des idées de dingue, en fait, parce que à force de voir des films, on est formaté à un système d'écriture. Et d'un seul coup, d'aller voir un autre système narratif, ça ouvre plein d'horizons. Le but, c'est aussi de s'enrichir. Ce qui t'alimente en dehors de ton métier, finalement, ça t'aide quand même. Même être parent, ça t'apprend plein de choses dans le métier de superviseur. Donc, mais moi, je trouve que personnellement, j'ai fait des progrès dès l'instant où j'ai été papa, quoi. Mais moi aussi, en pédagogie, beaucoup. Ouais. Sur les plateaux. Mais d'ailleurs, moi, ça fait un mois que j'embauche mon fils. Qu'est-ce que ça change pour vous de bosser sur un film, par exemple, très réaliste, avec des effets essentiellement dont le but est de cacher ou de rajouter de la foule, etc., et bosser sur des projets beaucoup plus créatifs et artistiques? C'est vraiment deux natures de projets complètement différents et finalement on va travailler de manière complètement différente. Dans un projet réaliste, finalement, notre travail ne doit pas se voir. On est juste au service de l'histoire et on intervient dans toutes les phases, en prépa, pendant le tournage et en post, pour faire en sorte que ça soit possible. Dans un projet où il y a vraiment une notion artistique forte parce qu'il y a un univers visuel à créer, là c'est une intervention où on va pas faire bosser les mêmes gens. Donc on va avoir des directeurs artistiques, des gens vraiment des créatifs purs, et ça sera pas une préparation de prévise ou de discussion sur comment on va tourner, mais il va y avoir beaucoup de conception graphique juste pour essayer de définir les univers. Puis en tournage, à chaque fois, on va se poser la question de comment on va transformer ce qui est tourné pour que ça soit dans l'univers voulu. Par exemple, à Trimaran, quand on a fait Blood Machines, on avait des gens particuliers par rapport aux gens qu'on utilise pour faire les effets visuels classiques d'autres films ou séries. Quand on fait un effet invisible, on travaille, c'est visible, c'est visible, c'est visible. Ah, c'est invisible. Donc le plan est fini. Mais quand on fait un truc créatif, c'est-à-dire que vous partez dans une direction et puis finalement le réalisateur revient sur ce truc. Enfin, c'est subjectif en fait le créatif. Donc là, il y a beaucoup plus d'échanges. Donc on doit partir dans plusieurs directions, trouver les bonnes, savoir à quel moment on bifurque. Et donc il faut savoir bien communiquer avec le réel, bien faire répéter au réel ses intentions, parce que effectivement l'effet invisible, il y a un moment, c'est invisible et donc on a réussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bosser sur un film ou une série dont le budget petit à petit réduit et après il faut... Je vais vous jeter On la va réponse. tous répondre oui. Ça y est, on C'est transpire tous. l'inverse, j'ai pas connu par contre. C'est l'inverse que j'ai pas connu. Et en fait, c'était surtout par rapport à la suite de la question, c'est comment vous faites dans ces cas de figure pour préserver l'histoire en diminuant les effets? C'est pas différent du tournage, en fait. C'est-à-dire que c'est le miroir du tournage. Sur un tournage, un réalisateur va demander une grue, je sais pas, un dolly, quelque chose de très compliqué, puis on va lui dire, on peut pas. Donc il va devoir adapter sa mise en scène. Nous, ça nous arrive aussi en post-prod, c'est la même grammaire. Donc on s'adapte, on travaille ensemble, on trouve des solutions. C'est toujours des solutions narratives, et là, tout le monde est de la partie, le montage, est-ce qu'on peut couper ce plan-là? Est-ce que ce plan-là, on en a besoin? On fait ça du matin au soir, en fait. Il n'y a pas un film dont le budget est infini. Mais en général, on fait le dépouillement sur le montage final. Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de plans. Le budget, il a tendance à augmenter naturellement parce qu'il a plus de plans à truquer. C'est plutôt ça que des vraies difficultés nouvelles, en fait. C'est la quantité, je dirais. Et là se pose le problème du budget supplémentaire. Il y a une discussion au montage, avant que le montage soit loqué. Et ça nous est arrivé d'intervenir carrément en récupérant le montage et en remontant la séquence différemment pour trouver une solution technique, parce que des fois, il y a de la résistance alors qu'il y a une solution évidente. Et puis, dans les effets réalistes, c'est-à-dire dans le nettoyage en particulier, par exemple sur Le Sceau du Diable, le film qu'on a fait là il y a pas longtemps, comme d'habitude, il y avait 300 plans à truquer, potentiellement, où il y avait des choses à effacer ou des voilà. Et après, il y a un vrai regard, il y a des plans qui durent 10 images ou 15 images dans un film d'action où effectivement, il faudrait les truquer
pour virer un truc, mais ça se voit pas. Donc, en remontant, on arrive à réduire. Et en fait, c'est une discussion compliquée parce qu'on ne doit pas se fâcher avec le producteur, on ne doit pas se fâcher avec le réal. Le réal en France, il a tendance à dire tu peux pas me faire ça. Chantage affectif, ça s'appelle. Voilà, exactement. Ça passe aussi au niveau du tournage, justement, par rapport à ces questions techniques où on sait qu'on va avoir une grosse séquence et que ça va dépasser d'un budget. Donc, en fait, en positionnant une caméra à tel endroit plutôt qu'à un autre endroit, déjà, on va peut-être pouvoir gagner des plans à ne pas truquer, on va peut-être pouvoir gagner du budget en racontant la même chose. Ça peut être juste un déplacement de comédien de quelques mètres sur la droite pour éviter d'avoir une découverte à truquer, se concentrer, comme tu le disais aussi tout à l'heure, sur un plan ou deux vraiment marquants et éviter d'en avoir une quantité astronomique à truquer qui serait de l'ordre de l'anecdote, quoi. Et ce qui me fait marrer, c'est que justement, quand on arrive dans ces discussions financières de faut réduire le budget, on nous demande d'être malin, comme si d'habitude on l'était pas. Ouais. À la base, on optimise forcément tout le temps notre travail. On travaille pas avec du gras partout. Donc ça, moi, c'est une phrase qui me fait toujours marrer. Il y a des fois où il faut trouver des solutions. Le montage n'arrive pas à les trouver parce qu'il y a aussi, mais ce qui est normal, une incompréhension de ce qu'on peut faire en VFX. Donc ça m'est arrivé aussi de prendre des séquences et de proposer un montage ou plus réduit, ou des fois faire 2 plans simples plutôt qu'un plan compliqué. Moi, j'essaye de jamais refuser un plan, mais de trouver une alternative. Parce que c'est vrai que je peux comprendre pour un réalisateur. C'est extrêmement frustrant de tourner son plan et puis de se dire, j'ai pas les moyens, tu fais une croix dessus. Là, j'ai le cas en ce moment où le réalisateur enlève le plan parce qu'il a pas l'argent. Je le vis aussi mal que lui. Parce que ça m'énerve et j'aimerais lui trouver une solution et pour l'instant je l'ai pas. Parce que pour l'histoire, pour l'intention, pour l'artistique, ça a un sens, ça avait sa place. Ouais, moi je trouve que ce plan a sa place, mais pour l'instant il est trop cher, donc j'ai pas de solution. Il en a pas non plus de son côté, le producteur non plus, donc on est en train de sacrifier un plan. C'est extrêmement douloureux à vivre des deux côtés, quoi. Pour tout le monde. Et il y a aussi ce travail, justement, quand on a une quantité importante de plans, on arrive justement à faire des vases communicants et à trouver, il y a des plans qui se font plus rapidement. Et on a des bonnes surprises à la fabrication aussi. On a des bonnes surprises aussi à la fabrication, heureusement, et on arrive à offrir et à être plus généreux ou à permettre de rebasculer un peu plus de créativité sur un plan de temps, en fait. Personnellement, je déteste les fonds bleus et les fonds verts. Je crois que tout le monde doit être dans mon cas. Ouais. Le défaut du fond bleu ou du fond vert, c'est qu'il sera systématiquement truqué. Un fond bleu ne peut pas exister tout seul, ça ressemble à rien. Donc on est tout le temps en train, sur le plateau, de faire des arbitrages, en train de se dire, bon, alors ça va être monté combien de fois ce truc-là ? Est-ce qu'on a besoin d'un fond bleu ? Est-ce que ou même des fois avant, en disant, bon, là, on va tourner sans fond bleu, ça va être chiant parce qu'on va devoir faire de la roto, c'est-à-dire découper les images à la main pour les recomposer, c'est pénible, mais on va peut-être économiser 50 plans. Parce que le plan de fond bleu qui sert à rien, c'est-à-dire le petit morceau de bleu dans un coin x50, ça bouffe du pognon en fait. Donc on est tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions pour pas créer ce qu'on appellerait des plans non narratifs, c'est-à-dire qui ont aucun intérêt pour l'histoire. C'était il y a très longtemps, mais ça me rappelle exactement ça, où c'est à l'époque où on mettait des points de track sur les télés. Ce qui ne se fait plus. Et en fait, au bout d'un moment, ils avaient plus l'argent. Donc, ils ont dit, on laissera la télé éteinte. Mais ils ont voulu laisser les trackers. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains en disant, je vous enlève quand même les trucs volants. Parce que ils voulaient les laisser. Personne comprend ce que c'est. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que on évite de mettre du fond bleu quand c'est pas forcément nécessaire. Que le plan puisse exister s'il est pas truqué, qu'il existe quand même. Parce que sinon, forcément, il faudra que ça passe entre notre main. Mais de la même manière, j'ai eu le coût de revient d'une journée. Donc, du coup, je l'ai divisé par un nombre d'heures travaillées par jour pour me rendre compte si, quand on me posait une question, j'étais plus rentable en effet visuel ou s'il fallait pousser l'équipe à le faire quand même en direct. Et ça aussi, du coup, c'est un arbitrage qui peut nous aider en fin de production à décider oui ou non. On met ça dans la case des effets spéciaux ou on pousse un peu... Pour aller dans ton sens, c'est vrai que des fois, prendre 15 minutes sur le plateau, ça peut nous éviter 3 semaines de travail. Ouais. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, à l'ensemble des scénaristes là maintenant, quel serait-il ? On vous aime. Par exemple. Appelez-nous, on est prêt à discuter avec vous pour de vos projets, pour juste en consultation, voilà. Alors on vous aime, appelez-nous, et le formatage c'est vachement important. C'est-à-dire que quand nous on a des révisions de scénarios, donc on peut en avoir jusqu'à 15, 20, vous multipliez ça par exemple par 8 épisodes sur une série, ça veut dire qu'on a 8 fois 20 scénarios à relire, à revoir. Donc le formatage c'est quand même pas mal, ça fait quand même gagner vachement de temps quand on sait ce qui a changé. Je me suis personnellement senti harcelé par le nombre de révisions de scénarios que j'avais, parce qu'à chaque fois, je devais me les retaper. Et d'un autre côté, c'est aussi génial d'avoir quelqu'un qui se libère complètement des contraintes du formatage, mais plus dans le contexte d'un film d'auteur.
Mais c'est vrai que moi, le formatage, c'est aussi un des premiers trucs que je regarde quand je lis un scénario, c'est s'il n'y a pas de numéro de séquence, si c'est pas formaté à la final draft. Je sais que tous les corps de métier vont en souffrir, en fait. Ok, 2 derniers messages pour les scénaristes, N'ayez pas peur, écrivez pour nous. tout simplement. Et enfin, Cédric, c'est un message pour eux peut-être ? Ils ont tout dit. Qu'ils soient créatifs, qu'ils continuent. Il y a aujourd'hui une forte demande de contenu, donc il y a vraiment des idées originales à trouver. On leur fait confiance, on les attend avec impatience et qui nous mettent au défi surtout. Super, très positif tout ça. Et enfin, dernière question, quel serait le dernier film ou la dernière série que vous avez vu ou d'un point de vue VFX vous avez été scotché ? Je peux dire Dune, pardon. Par Je suis exemple. désolée, en fait. J'ai vu Eiffel aussi il y a pas longtemps. Esthétiquement, j'ai trouvé ce film très très beau, mais Dune m'a scotché. En fait, je me suis laissée complètement embarquer. Et voilà, on sait même pas qu'il y a des effets. Enfin, je peux dire la même chose d'Eiffel. Finalement, on sait pas qu'il y a des effets spéciaux, mais scotché avec des effets spéciaux comme ça dernièrement. Voilà, c'est le dernier projet qui m'a carrément. Est-ce que c'est l'exemple qui vous vient tous aussi tout de suite sur les derniers films ou séries que vous avez vus, Dune ou... Je crois que c'est les films des frères Wachowski à l'époque qui m'ont complètement bluffé parce que ils avaient dans cette envie justement d'intégrer les VFX dans une narration des idées absolument démentes quoi. Et c'est des vieux films pour aujourd'hui, mais je trouve que leur façon de procéder, notamment avec ce que nous on essaye de faire aussi, c'était très très pertinent et créatif. Donc Speed Racer, c'était pas un grand film d'après la presse, ça a été une œuvre assez majeure en fait dans la relation entre la narration et l'écriture visuelle. Moi, j'ai dû rechercher parce que je me rappelais plus du titre. C'est la série HBO I Know This Much Is True avec Mark Ruffalo qui joue avec Mark Ruffalo. Je sais même pas comment ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont tourné 2 acteurs, enfin le même acteur à différents moments de l'année. Il y a un truc dans ma tête qui n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait. C'est peut-être très simple, mais quand j'adore le scénar et que je sors de là en me disant comment c'est, je suis conquis quoi. Donc ça, et évidemment Dune, parce que même si je suis moins bluffé par l'histoire parce que c'est inadaptable, je trouve que le travail est complètement dingue et que la notion d'échelle, qui est un truc qui est extrêmement difficile dans nos métiers, de sentir le gigantesque des choses, est totalement maîtrisé du début à la fin, avec des formes très simples. Il utilise des volumes simples, des sphères. Ça me fait beaucoup penser à Moebius en termes de sobriété des volumes. Et pourtant, ils arrivent à lui donner de l'échelle et ça me scotche complètement, quoi. Ok, Cédric ? Non, moi je suis pas bluffé par un film en général. Enfin si, il y a des trucs, mais en fait, je suis vraiment bluffé aujourd'hui parce qu'on sort en France. En fait, je regarde beaucoup de films français au cinéma, moi. Et donc à chaque fois, je reste au générique et je vois des listes de toutes les boîtes qu'on a et je trouve qu'on arrive à un niveau en France qui est super parce que à chaque fois, je vois le générique, je ne sais absolument pas où ils étaient. Et enfin, Olivier, ta reco ? Moi, je suis un peu comme Cédric, en fait. Quand je regarde les séries américaines, sur un certain nombre de séries, il y en a plein où il y a une quantité d'effets, c'est juste astronomique, et c'est une folie, en fait. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que on vit une période formidable où en France, tout d'un coup, que ce soit le cinéma ou même les séries, il y a de plus en plus de boulot. Je dirais que on essaye de développer l'écosystème VFX pour que, en fait, on stimule la communauté. Et je pense qu'on est en train d'y réussir. On a la chance d'avoir ce marché qui se développe, des réals des producteurs qui ont besoin de plus d'effets. Donc c'est ça qui est très très positif en fait. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Et donc on a besoin, ça va être ma conclusion, on a besoin de scénaristes et d'auteurs pour nous écrire de superbes histoires produites par des producteurs qui mettent un peu plus d'ambition visuelle dans leurs projets et qui trouvent les sous pour ça, pour qu'on fasse de très belles choses dans les années qui viennent. Juste, je finis pour revenir au scénario, parce qu'on m'a posé cette question la dernière fois, où on me dit c'est marrant, des effets qu'on trouve bien aujourd'hui. Enfin, quand on regarde les effets d'il y a 10 ans, ils ont vieilli, etc. Et je lui dis, j'étais pas d'accord, en fait. Ce qui a vieilli souvent, c'est la façon de raconter, ou c'est parce que le scénar était pas bien, mais il y a des films dont les effets marchent toujours, parce que le scénar était une tuerie, et qu'en fait, c'est le scénar qu'on regarde plus que les effets. Même si c'était de la CGI, il n'y a pas des effets Ouais, pratiques. complètement. Prenez Tron. Ça marche encore de dingue aujourd'hui, je trouve. Ok. Il y a les effets vieillissent, Façon les effets kitsch, quoi. vieillissent, C'est mais quand ils même des mecs en pyjama. ouais, mais Ça ça a devient du du charme. charme, Ça a du charme. c'est ça. Tu vois, C'est vrai que ça a en du général, charme. quand l'effet Ouais. il est moche, c'est parce que quelque part t'as lâché le scénario. Le vieux devient Tiens, du aujourd'hui, charme. c'est voilà, exactement. Quand ça vieillit, ça peut vieillir avec du charme si le scénario il tient la route. Comme nous tous dans cette pièce d'ailleurs. Merci à tous d'être intervenus et puis du coup, bonne continuation dans vos projets chacun. Merci Merci. beaucoup.
Les effets visuels et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Olivier, Cédric, Roxane, Guillaume et Yann pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.